Alors voyons maintenant notre transformation de l'Internet des objets. Essayons de la situer dans le temps pour savoir finalement quand est-ce que ces géants de l'Internet des objets vont apparaître et quand est-ce que dans notre quotidien, il va devenir palpable que nos process sont en train de se transformer. Alors c'est quelque chose qui commence à remonter. Finalement, les objets qui communiquent, c'est quelque chose qui est lié à l'apparition des communications sans fil et donc des réseaux cellulaires. Et donc si on parle des premiers réseaux cellulaires, on parle de 1991. Donc notre early IoT, donc notre moment où on est vraiment dans les prémices des technologies qui commencent à être présentes et qui permettent de faire des choses, mais qui ne sont pas réellement adaptées à la transformation moderne, l'équivalent de notre Minitel, eh bien c'est 1991. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même plutôt ancien. Alors, dans le domaine de l'Internet des objets, on a d'autres pré-technologies, on va dire, qui peuvent être utilisées dans les objets connectés, comme le Wi-Fi, par exemple, qui permet de faire communiquer des objets qui est plutôt adapté au domicile et qui apparaissent autour de 1997. Alors, mais les premiers objets qui commencent à arriver, un petit peu comme il y a eu les premiers services sur le Minitel, les premiers objets qu'on appelle plutôt globalement du domaine du M2M, machine to machine, plutôt que l'Internet des objets. Ces objets apparaissent autour de 1997, pardon, autour de 2000, début 2003, voilà, pardon, autour de 2003. Et pour moi, le premier objet qu'on peut qualifier d'objet IoT, eh bien, c'est le petit lapin que vous voyez sur l'écran et qui s'appelle le Napstag, qui est une invention française. Alors c'est intéressant, hein, le Minitel était quelque chose de français, était vraiment en avance par rapport à la transformation digitale qui est plus été poussée par les opérateurs américains par la suite. Et au niveau de l'IoT, vous verrez que la France est aussi pionnière sur plein de choses, dont ce lapin connecté, le Napstag. Alors, ce lapin connecté, comme tout lapin connecté, est totalement inutile et donc forcément indispensable, surtout à ce moment-là où on fait un petit peu de hype. Bon, c'est un gadget de geek, on est bien d'accord. Mais il est assez intéressant de se dire qu'en fait, ce lapin connecté, c'est tout à fait les prémices de ce qu'est notre Alexa d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce lapin connecté? C'est on pourrait dire un assistant, en effet, mais très peu évolué, que vous allez brancher sur votre réseau à la maison et qui va avoir quelques fonctionnalités comme par exemple s'allumer en vert s'il fait beau, s'allumer en rouge s'il pleut, pouvoir diffuser deux, trois choses streamées sur Internet si j'ai bonne mémoire, et puis il va y avoir une killer feature, celle pour laquelle vous en achetez au moins deux, qui est que quand vous bougez une oreille, eh bien, le deuxième lapin avec lequel il a appairé va lui aussi bouger son oreille. Donc on peut comme ça avoir de la communication par lapin interposé au sein d'une famille, dans un couple qui vivent de façon un peu éloignée. Enfin, voilà. Et ce truc-là marche, ce truc-là fonctionne. On verra qu'il ne va pas fonctionner longtemps pour un problème de business model, mais ça, on verra ça par la suite. Mais en tout cas, il fonctionne sur un public de geeks. On est vraiment dans les prémices, dans les premières technologies. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un moment où apparaissent des technologies plus matures et plus efficaces pour connecter les objets. Et ce moment-là, eh bien, c'est le moment où apparaissent ces technologies comme Bluetooth Low Energy, comme Sigfox et comme LoRa. Ces technologies-là sont apparues en 2009. Pour ce qui est de LoRa et de Sigfox, c'est des technologies qui sont françaises. Encore une fois, Bluetooth, lui, est plus international, puisque là, il s'agit de Bluetooth 4 qui permet de répondre à ces problématiques-là. Et puis par la suite, arrivera la 5G, qui répond aussi à la problématique des objets connectés, mais avec les technologies de téléphonie plus classiques, et donc arriveront beaucoup plus tard, puisqu'on parle aujourd'hui du déploiement de ces technologies-là. Mais donc la vraie naissance, le moment où on a cette rupture technologique qui permet vraiment de connecter les objets, eh bien, c'est autour de 2014. C'est-à-dire que les technologies, un peu comme l'Internet avait été inventé en 89, mais on va dire que les premiers vraiment usages de l'Internet apparaissent plutôt vers 94-95, de façon un peu plus industrielle et utilisable d'un point de vue professionnel, eh bien, de la même façon, les technologies Sigfox, LoRaWAN, elles, apparaissent dans notre vie de tous les jours à partir de 2014, à partir du moment où on commence à avoir des réseaux qui sont déployés et qui permettent de les utiliser. Donc c'est ce moment-là, en fait, où on va avoir le passage des early IoT vers la capacité à faire émerger les native disruptors.
parce que la technologie est à son niveau de maturité qui permet de faire des choses qui sont solides et de bâtir de nouveaux process sur les données qui vont être issues des objets qui bénéficient de cette technologie-là. Alors ça, comme on l'a vu tout à l'heure, ça implique aussi une transformation de business model. C'est lié. Et ce que je vous ai exprimé en vous disant il y a une superbe opportunité avec l'Internet des objets, c'est de transformer des business models de produits en business models de services. Mais dire ça, c'est transformer sa façon dans l'entreprise d'aller faire du business. Et donc, c'est transformer l'entreprise. Donc, on a cette étape de business model transformation qui est rendue possible grâce à ces technologies-là et qui va commencer à être mise en œuvre par nos IoT Native Disruptors, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. D'accord ? Comprenez bien que si tout ça apparaît en 2014-2015, aujourd'hui on est en 2021, eh bien, il y a sans doute autour de nous, dans le monde, des entreprises qui sont en train de disrupter les entreprises d'aujourd'hui en créant de nouvelles choses, de nouveaux services, avec un nouveau business model et en utilisant ces technologies-là. Mais on ne les connaîtra sans doute que vers 2025. Et on voit qu'il y a ces 20 ans entre le moment où les premières technologies apparaissent et le moment où nos natifs disrupteurs commencent à grossir et à prendre en compte. Et c'est qu'au bout de 20 ans, après la date de 2003-2005, qu'on va rentrer dans une transformation de masse. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que les entreprises vont se rendre compte qu'il y a des géants qui sont en train de se créer et que ces géants sont en train de progresser plus vite qu'elles. Et donc c'est à ce moment-là que la transformation industrielle plus massive va arriver dans le monde de l'IoT. Alors 2025 ou 2030, d'accord, tout n'est pas précis aujourd'hui, mais c'est cet ordre d'idée. Donc comprenez qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'Internet des objets est un peu sous-marin. Pour refaire le parallèle avec ce que l'on voyait tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes en 98, 97, 99. Nous sommes par là à peu près, si l'on compare avec la transformation digitale. Et on voit qu'il se passe quelque chose. On entend certains noms. Une partie va disparaître et une partie va devenir des géants. On n'y croit pas non plus totalement. On se dit que finalement, c'est une technologie, qu'elle va faire partie du monde qu'on connaît déjà. Alors qu'en réalité, cette technologie est en train de nous transformer. Eh bien, c'est exactement la même chose, à mon sens, sur l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est une façon de collecter les données du monde qui nous entoure, de notre monde physique, de le faire collecter ces données par des choses et de permettre de les traiter avec intelligence. C'est derrière la solution à beaucoup de problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, ça fait partie de la solution. On verra tout à l'heure, par exemple, les applications qu'on peut avoir dans l'écologie. Elles sont très importantes. Car pour comprendre et pour traiter un problème, il faut les datas qui permettent de l'analyser, de prendre les bonnes décisions. Et une grosse partie de ces données-là, parlons de pollution par exemple, pour contrôler de la pollution de façon efficace, il faut mesurer cette pollution pour pouvoir prendre des décisions locales, efficaces et immédiates. Et pour le faire, il ne faut pas avoir 3 stations météo dans une ville. Non, il faut avoir une station météo tous les 100 mètres. L'Internet des objets, c'est la capacité à intégrer des capteurs permettant de nous donner ce type d'informations de façon massive au sein d'une ville, au sein d'un pays, de façon à avoir une donnée détaillée qui puisse nous permettre d'avoir des modèles efficaces pour une prise de décision immédiate. C'est ça le défi que l'on a. Dans l'entreprise, de la même façon, c'est multiplié par 1000, 10 000 les données qui viennent de nos chaînes de production, de nos stockages, des activités faites par les ouvriers pour arriver à créer des produits, de façon à rendre le système beaucoup plus intelligent, beaucoup plus efficace, pour avoir moins de rejets, moins de pertes, moins de déchets, et une meilleure qualité à la fin. Donc c'est vraiment tous ces enjeux-là qui sont devant nous et que nous devons intégrer et prendre en compte. Alors, pour terminer sur cette partie, je vais parler par la suite de ce que j'avais appelé une solution IoT. Encore une fois, quand on utilise le vocable d'objets connectés, on a l'impression que l'Internet des objets se limite à une partie électronique à l'intérieur d'un objet qui apporte une connectivité pour on ne sait quelle application.
L'idée de l'Internet des objets, c'est bien de dire que on va relier les objets ensemble, c'est-à-dire qu'en effet, les objets vont avoir de l'électronique pour pouvoir communiquer ensemble sur ce réseau mondial qui est Internet. Mais, comme vous le savez, sur Internet, quand on a des données qui sont captées, il faut bien sûr les traiter, il faut pouvoir les visualiser, il faut pouvoir interagir avec des utilisateurs, avec suivre ce qui se passe, et ainsi de suite. Et donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Il y a bien sûr l'objet, qui va contenir en effet une partie électronique. Il y a ce réseau Internet de communication qui va permettre de faire remonter ces données jusqu'à des centres de traitement. Et il y a une plateforme qui va valoriser ces données. C'est un élément clé d'une solution IoT, et c'est pour ça que j'emploie le terme solution, car cela inclut ces trois éléments, c'est de traiter la donnée. Si vous êtes dans une DSI et pensez que l'Internet des objets ne vous concerne pas, car il s'agit d'électronique et peut-être que ceci dépend d'un autre département de votre entreprise, eh bien sachez que vous vous trompez. L'Internet des objets, c'est avant tout le traitement des données qui sont récoltées par les objets. 80% du travail d'une solution IoT réside dans le processing de la donnée. La bonne nouvelle pour une DSI, c'est que, et nous le verrons par la suite, il y a quelques différences avec le traitement de données classique, mais fondamentalement, les technologies utilisées sont très proches des technologies qui sont manipulées par les équipes tous les jours, et le processing de la data, que ce soit une data qui vienne du monde physique ou que ce soit d'une data issue du monde virtuel, est globalement la même chose. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de nouveautés sur cette partie plateforme, à quelques éléments près que nous verrons par la suite et qui sont malgré tout assez structurants, il y a toujours énormément de travail pour les équipes IT dans le cadre d'une transformation IoT, bien entendu. Et quand je vous dis que l'IoT transforme les process d'entreprise, bah vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ceux qui réalisent l'exécution des process d'entreprise sont avant tout les applications et donc les services informatiques qui les implémentent derrière. Et donc, la transformation via l'IoT passera par une réécriture, une reformalisation de ces processus d'entreprise, mais en utilisant des technologies qui sont globalement assez similaires et en mobilisant les mêmes compétences. Voilà. Si l'on applique ce que je viens de vous présenter à, par exemple, la société Fitbit, eh bien, on retrouve ces trois couches pour illustrer mes propos. Tout d'abord, la présence d'un objet qui est un capteur d'activité. Alors, si vous ne connaissez pas Fitbit, et on en reparlera tout à l'heure, sachez que c'est une solution, c'est le pionnier de ce type de solution. C'est un capteur d'activité qui permet de mesurer si vous avez suffisamment marché, couru, fait du sport, et qui permet de vous donner des conseils et d'organiser des challenges par rapport à tout ça. Donc c'est une solution qui est composée des trois éléments dont j'ai parlé. Un objet qui vient se mettre sur votre poignet, qui peut être sous forme d'une montre ou sous forme d'un boîtier qui mesure l'activité. Ce bracelet communique avec un réseau, tout d'abord le réseau Bluetooth, qui va relier cet objet à votre téléphone portable, puis le téléphone portable qui va utiliser le réseau Internet pour remonter l'information vers une plateforme, et la valeur de Fitbit réside dans la plateforme. Sinon, on va dire que c'est un simple podomètre et technologiquement parlant, c'est quand même quelque chose d'assez ancien. Mais en fait, ce qui fait la différence entre un Fitbit et un podomètre, c'est qu'un podomètre se contente de vous donner le nombre de pas, alors qu'un Fitbit est une solution qui va vous encourager à faire plus de sport en vous montrant une progression, en vous comparant avec vos voisins, en transformant ce nombre de pas en énergie, en transformant votre activité en un programme de coaching et ainsi créer une valeur beaucoup plus élevée à cette simple data qui était simplement le nombre de pas que vous avez parcouru. Donc vous voyez, comme je l'ai illustré, que le rôle de la plateforme est clé, c'est ce qui fait la différence entre Fitbit et un podomètre, c'est ce qui fait la différence entre Strada et un podomètre pour ceux qui ne connaîtraient pas Fitbit, mais qui seraient plus des fans de Strada par la suite. Alors on a différents cas, et je vais revenir par-dessus, par exemple tel que Netatmo tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous avons vu dans ce début? Je vous ai dit que nous allions voir deux concepts importants. Le premier, c'est la définition de ce qu'est une solution de l'Internet des objets, solution IoT.
Nous avons vu qu'elle était composée de différentes couches, une couche d'un objet, d'une couche d'un réseau et d'une couche de service, qui est quelque chose qui est primordial dans le système. Nous avons vu aussi très rapidement qu'il y avait un certain nombre de technologies qui étaient derrière l'Internet des objets. On a parlé de Bluetooth, on a parlé de Wi-Fi, on a parlé de Sigfox, on a parlé de LoRaWAN. On rentrera un petit peu plus dans le détail de cela, mais comprenez bien que derrière l'Internet des objets, il n'y a pas une technologie. Il y a un ensemble de technologies. Et puis nous avons vu, alors nous n'avons pas encore vu que c'était un business à deux faces. Nous allons voir ça par la suite. Excusez-moi de cette erreur sur le slide. Mais par contre, ce que nous avons vu, c'est que c'était une transformation radicale de l'entreprise qui prenait du temps, mais qui était en marche. Et qu'aujourd'hui, elle était dans cette période où on ne parle pas trop de la transformation, mais où elle est présente et où certains leaders sont en train d'émerger dans ces technologies-là. Ce que le Gartner appellerait la zone de désillusion. Vous savez, Gartner voit l'innovation comme un moment où il y a une courbe de hype, c'est-à-dire le hype cycle de Gartner, un moment où la technologie est bien mise en avant alors qu'elle n'est pas encore mature. Et on a parlé énormément de l'Internet des objets, pour dire beaucoup de choses sans très grand intérêt d'ailleurs dessus pendant quelques années. Aujourd'hui, on entend un petit peu moins parler, donc on est plutôt dans cette partie de courbe de désillusion, mais en fait où les choses sont en train de rentrer à maturité, les leaders commencent à apparaître, et puis, eh bien, dans quelques temps, on va arriver sur cette période de maturité, ce plateau de maturité, où là, l'Internet des objets rentre dans notre quotidien et est en train de transformer nos entreprises et nos sociétés. Alors, je vous remercie d'avoir suivi déjà ce premier module. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Dans la suite, nous allons parler déjà des modèles business autour de l'Internet des objets, parce que quand on parle de transformation des business models, de passer d'une vente d'objets à une vente de services, eh bien, il y a des business models nouveaux à créer, et donc il faut comprendre ce qu'il y a dans l'Internet des objets. Et puis, nous verrons par la suite comment ces business models sont utilisés dans des solutions qui existent sur le marché aujourd'hui.